Si ton objectif, c'est vraiment de faire beaucoup d'argent puis tu t'en vas dans le domaine des finances pour faire du cash, je pense que c'est le one-way ticket vers un burn-out, là. C'est clair parce qu'il y a quelque chose, tu sais, au niveau de ton équilibre honnêtement personnel qui n'est pas là. Parce que justement, tu vas en faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu voulais faire beaucoup, beaucoup d'argent? Tu as sûrement une insécurité quelque part là-dedans. Tu as sûrement un besoin à combler de je sais pas trop quoi. Puis ton argent, tu vas le flamber. Puis tu vas juste besoin d'en faire d'autres, là. Puis tu vas travailler en débile parce qu'il y a personne qui va te dire d'arrêter de travailler parce que tu es travailleur autonome. Puis tu vas faire un burn-out. Vous écoutez Les pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Les pros de l'assurance, épisode numéro 11. Et on reçoit aujourd'hui une ambassadrice de la relève dans le domaine de la sécurité financière. C'est une fille aussi qui est une passionnée de finance et de communication. On trouvait que ça collait vraiment bien avec une des missions de notre podcast qui est de vulgariser. On parle des différents thèmes, mais aussi des différents créneaux, des gens, tous ceux qui gravitent dans l'univers de la sécurité financière. Marianne Spear, bonjour. Allô, Christine. Allô, Félix. Ça nous fait Merci grand plaisir. Félix, je pense que tu as une affection particulière pour tout ce qui est la relève en sécurité financière. Ben, moi, c'est sûr que la relève, là, ça a toujours eu un élément qui est super important. De un, ça fait pas si longtemps que ça, je suis dans le domaine, là, ça fait moins de 10 ans. Là. Même si j'ai un peu de cheveux gris, là, je me considère encore dans la relève. C'est quand même un métier là, que l'âge moyen est au-dessus de 55 ans. Je pense qu'on est dans la relève quand même assez longtemps. Puis ce que je trouve intéressant par rapport à Marianne, puis pourquoi je trouve que c'est le fun qu'on t'ait aujourd'hui sur le podcast, c'est que je pense que tu représentes un des exemples parfaits de la relève. Non seulement tu as été impliqué rapidement dans le domaine, tu as accepté des stages, de travailler avec des conseils d'expérience, tu t'es impliqué dans ton parcours scolaire pour toutes les activités extra-curriculum, tu as fait une émission de TV pour parler d'éducation financière. Puis c'est des jeunes comme ça qu'on a besoin dans le domaine. Parce que le plus gros problème qu'on a au Canada en ce moment, c'est l'éducation financière, c'est le manque de littératie financière. Puis ça, clairement, malgré ton peu d'expérience dans le domaine, de façon comme officielle, là, tu sais, parce que tu es sur le point de devenir courtière, je pense que tu as déjà largement contribué à l'amélioration de l'éducation financière au Canada, puis ça, on t'en remercie tout le monde. Puis de t'avoir aujourd'hui, j'espère que ça va inspirer certains jeunes courtiers, des courtiers en devenir, à qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer dans le domaine, pour s'impliquer, pour se tremper un peu les pieds dans ce domaine-là, que des fois va faire super peur de par les politiques de rémunération, le niveau de connaissance qu'il faut aller chercher, la relation client qui peut être un peu intimidante. Tu sais, on est jeune, début vingtaine, puis là, ça va te conseiller des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans sur comment gérer financièrement leur vie. Fait que ça va être vraiment un podcast intéressant. Vraiment content de t'avoir aujourd'hui, Marianne. Ben merci, moi aussi je suis bien contente. Puis tu as raison que l'âge moyen, je savais pas que c'était en haut de 50 ans, mais ça m'étonne pas. Puis c'est pour ça aussi que je me suis autant impliquée. C'était oui parce que je voulais contribuer à améliorer la littératie financière des Québécois, Québécoises, mais c'est parce que moi-même, en finissant mon deck, je savais que j'avais eu certaines connaissances, mais je sentais qu'il me fallait aussi vraiment du pratique, hein, apprendre dans la vie de tous les jours. Ça veut dire quoi, gérer ses finances personnelles, genre faire mon épicerie, partir en appartement. Puis à l'émission, ça me donnait l'occasion de parler de plein, plein de sujets parce que c'est vrai que c'est un domaine que, même si tu sors des études, avoir de l'expérience de vie dans ce domaine-là, euh, c'est, c'est, ça peut remplacer pour certaines personnes les études. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde que c'est leur deuxième carrière puis qui commencent à comme 40 ans à être dans les assurances puis dans les services financiers. Puis ils font des formations de mise à niveau, mais ils n'ont pas nécessairement fait leur étude là-dedans. C'est juste qu'avec l'expérience de vie, ben c'est sûr que tu en as eu des assurances, tu en as eu des assurances collectives, tu en as probablement fait des placements. Fait que souvent, c'est une deuxième carrière. Puis moi, je sais pas, j'ai comme été une bébite bizarre qu'à 16-17 ans, j'étais là, oui, je vais aller vendre des assurances, ça va être super. Yeah. Ouais. C'est vrai que c'est pas commun. C'est Non, vrai. non, vraiment pas. Puis, bon, tu as créé l'émission aussi Parler d'argent, c'est pas stressant, sur les ondes de ma TV. Pour celles qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dresser un portrait là, de ton parcours, puis peut-être ce que tu fais présentement?
Oui, ben parler d'argent, c'est pas stressant, c'est mon bébé, là. C'était mon grand souhait dans la vie que parler d'argent, ça soit pas stressant. C'est pour ça que j'étais allée étudier là-dedans aussi. Parce que quand j'étais, ben mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune. Puis au secondaire, en même temps que c'était un peu le moment de choisir où est-ce que je voulais aller pour le cégep, mes parents ont commencé à avoir plus des chicanes, mais au niveau de l'argent. Puis parallèlement à ça, j'avais un copain qui était un peu plus vieux. Puis lui, il y avait tout le temps les banques qui l'appelaient, puis les créanciers, puis je comprenais comme pas pourquoi. Puis parallèlement à se faire dire qu'il fallait qu'il paye ses cartes de crédit, des fois, il s'en faisait offrir par d'autres institutions. Puis là, j'étais juste comme, hey, moi, j'ai 16 ans. Puis là, je m'en vais dans. Je rentre dans la vie adulte bientôt. Tu sais, je vais payer des impôts, etc. Mais je comprends absolument rien. Puis ça me stresse beaucoup. Fait que j'étais comme, je vais aller étudier là-dedans. Je suis pas en train de dire que ça me passionnait à 16 ans, que j'étais là, oh my God, wow. Mais j'étais juste comme, peu importe ce que je vais faire par la suite, d'avoir étudié dans ce domaine-là, je sais que ça va me servir parce que clairement, tout le monde dans mon entourage qui sont dans la vie adulte ont besoin d'avoir ces connaissances-là. Puis soit ça leur crée des problèmes dans leur vie. Ben là, les deux exemples que je vous ai donnés, c'était surtout ça. Mais des fois, c'est même C'est pas. un peu un traitement à choc, là. T'es rentré dans... Les finances dans ta vie sont rentrées d'une façon assez choc. Puis écoute, c'est des situations que, tu sais, souvent on peut rencontrer dans une vie. Mais là, de vivre ça dans une courte période en même temps, tu sais, ton chum, puis là, tes parents tout en même temps, c'est Ouais. clair que le stress avec l'argent, ça commencerait un peu, là. Puis ça va peut-être avoir l'air dramatique, là, mais je vous le dis, ma mère va super bien. Mais en même temps, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Fait que moi, mon Ouais. secondaire 5, là, c'était que. C'était intense. C'est rock'n'roll, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, le cancer, ça a quand même duré un certain moment, mais je me souviens que j'étais dans ma première année de cégep, puis elle était encore dans les trucs d'assurance, puis tu sais, je pouvais lire les contrats, puis l'aider à la guider là-dedans, dans faire ses réclamations, etc. Tu sais, ma mère est travailleur autonome en plus, là. Puis je voyais à quel point que ça lui faisait du bien. Je me suis dit, ouais, je m'en vais vraiment dans la bonne direction, parce que je veux pouvoir être cette personne-là. Je Ben, suis, c'est un bel exemple du bagage qu'on peut vivre dans une vie, puis comment qu'on peut un peu le leverager pour que ça devienne soit une force plus tard, que ça devienne son métier. En tout cas, t'as bien fait ça. Ben, merci. je suis curieuse de t'entendre, tu sais, par rapport, tu dis, moi, je l'ai appris par la vie, finalement, les circonstances de ta vie à ce moment-là qui ont fait en sorte que tu as été tellement exposée euh, à peut-être tu sais, ce manque d'informations par rapport à la gestion de l'argent. Est-ce que tu penses que c'est sous-estimé dans l'éducation en général? Oui. Puis, tu sais, on va parler du Québec parce que c'est ici qu'on est, là, mais à l'école secondaire, moi, je me rappelle pas avoir eu d'éducation à ce niveau-là. Ah oui, c'est vraiment sous-estimé, mais c'est juste que c'est tellement dur à, j'imagine, à mettre en place parce que justement, dans la dernière saison de Parler d'argent, c'est pas stressant. Puis là, je vous le dis, tous les épisodes sont rendus disponibles gratuitement sur matv.ca. Puis dans la dernière saison, j'ai justement reçu une représentante de l'association de la, non, c'est pas vrai, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. Puis eux, ils ont vraiment comme rôle de promouvoir la littératie financière, puis aussi de surveiller toutes les institutions, genre bancaires, etc., à ce que l'information qu'ils donnent ne trompe pas le public. Fait que c'est vraiment une institution gouvernementale. Puis, on parlait dans l'entrevue de comment parler d'argent à ses enfants. Puis la représentante, elle m'expliquait qu'il y avait justement une étude sur laquelle eux, ils se basent pour faire leur contenu, qui explique que une information qui est donnée au temps opportun, au bon moment, est comme 3 fois plus utile pour la personne, puis elle a énormément plus de chances de s'en souvenir que de lui en parler à un moment pas opportun. Fait comme de parler de Mhm. REER puis de CELI à quelqu'un Quand de. t'es pas rendu là, ouais. C'est ça. Puis moi, c'est drôle parce que c'est juste à la dernière saison de l'émission que j'ai réalisé ça parce que, encore une fois, je devais être une bébite bizarre. Là. Moi, à 15-16 ans, j'étais comme, c'est quoi un REER? C'est quoi un CELI? Même à ça, je voyais que ça ne allait pas me servir tant que ça. Je ne suis pas allée creuser plus. C'est vraiment à 18 ans, pendant mon deck, que j'ai appris c'était quoi, puis que je me suis dit, ah, OK, c'est quand même intéressant. Fait que oui, je trouve que c'est énormément sous-estimé, mais je pense que c'est dur en tant qu'adulte de se mettre dans la place, dans la tête d'un enfant ou vraiment d'un adolescent, puis de se dire qu'est-ce qui va être pertinent pour lui, sans non plus lui faire peur ou faire qu'il trouve ça plate, les finances. Ben, c'est vrai qu'il faut commencer avec des concepts plus simples. Tu sais, à l'adolescence, c'est beaucoup, bon, ben,
comment tu un peu se mettre de l'argent de côté pour un projet l'été avec tes amis, c'est comment gérer une carte de crédit, c'est bon, là, tu as un automobile, faut que tu penses qu'il faut que tu aies de l'argent pour mettre de l'essence dedans, sinon, ben, Mhm. tu vas run out of gas, puis tu vas juste plus avoir d'assez d'argent pour le Ouais. remplir. C'est ces concepts-là de gestion budgétaire commencent à être intégrés, mais j'avais lu dans un livre, là, je suis nouvellement papa là, depuis quelques semaines, fait que là, ça, c'est des sujets là, qui spinent dans ma tête pas mal. Mm. J'avais lu dans un livre que dès le très très jeune, vers l'âge de 4 ans, le papa en question dans le livre avait instauré un concept où il donnait 10 $ par semaine à son enfant. Puis, dans sa chambre, il y avait deux cochons. Il y en avait un que il appelait les taxes parentales. Fait qu'à chaque fois qu'il donnait 10 $, il y avait 5 $ qui allaient dans le cochon des taxes parentales pour l'initier au concept de l'impôt, mais de façon comme très, très douce, puis dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre ton argent, puis ça, c'est dans le but de t'offrir d'autres services. Fait que ça, c'était des projets que les parents allaient décider. Tu payer le soccer cette année, le hockey, tu sais, choisis ce que tu veux, l'école de musique, etc. Fait que ça servait comme quelque chose des taxes parentales, qui était comme une des contributions. L'autre qui était, dans le fond, le placement. Fait que ça, c'était de l'argent qu'elle allait te mettre de côté pour des projets futurs qui étaient décidés avec l'enfant. Si tu allais à Walt Disney, acheter un auto, peu importe, ça va évoluer à travers le temps. Puis le reste de l'argent, il décide peut-être un 2-3 $ par semaine pour ses dépenses personnelles courantes. Fait que là, le concept budget était déjà intégré. Fait que quand il arrivait au dépanneur, puis l'enfant disait, ah, moi, je veux un sac de bonbons, ça coûte 2 $. Fait que là, il tirait sur le pantalon de papa, moi, je veux mes bonbons. Le papa, il dit, ah, ben, t'as ton argent de poche. Paye-toi tes bonbons. Mm. Puis l'enfant, il regardait le sac de bonbons, t'es comme, ah non, je vais juste prendre trois bonbons-là, ça va me coûter 50 cents parce que j'ai pas assez d'argent pour me prendre un sac au complet. Fait Attends, qu'il je disait, retiens. Il avait 4 ans? à 4 ans, il avait commencé à faire ça. Puis là, ben, il a gardé ça tout au long de sa vie. Puis là, à un moment donné, le 10 $ devient 20 $ devient, OK, ben là, tu as un projet l'été pour ton premier emploi de tonde des pelouses. Il faut que tu t'achètes une tondeuse. Ben là, il avait financé la tondeuse. Puis là, il y avait un intérêt qui était pris. Il fallait qu'il rembourse à travers ses contrats la tondeuse. Fait que tous ces concepts-là étaient intégrés. Fait qu'il y a il y a des façons d'être très, très, très créatif avec les enfants puis d'insérer ces concepts d'argent-là. Puis ça laisse un héritage, là. En fait, c'est un des plus beaux héritages que tu peux te donner de ton vivant à tes enfants. Ouais, moi, je trouve ça tellement hot qu'est-ce que tu expliques en ce moment. Puis je pense qu'on n'a peut-être pas le réflexe de le faire en tant qu'adulte ou en tant que parent parce que nous, on est plus dans la réalité. Ben, je suis pas parent, mais nous, on est plus dans Ouais. la réalité que c'est pas des trucs le fun. C'est rendu à la vie adulte, c'est comme, je dois m'occuper des finances, je dois payer des impôts, mais c'est rare qu'on est comme, yes, j'ai une journée de congé, je vais faire mes impôts, puis mon budget, puis wow, c'est plus comme je dois le faire parce que ça va m'amener une sécurité, puis je vais être, c'est pas sain d'esprit, mais à l'esprit tranquille, etc. Mais pour un enfant, ça peut être vraiment le fun, je pense. C'est c'est juste nous Ben, c'est une qu'on... façon de l'amener, quand tu dis au temps opportun, c'est une façon de Mhm. l'amener dans un temps opportun, puis de le framer dans un cadre que l'enfant, il va retenir des leçons. Tu sais, moi, j'ai eu nombreuses rencontres avec des clients qui chialaient par rapport à l'impôt. Ça va arriver constamment dans ta carrière, là. Les gens rentrent dans ton bureau, ils vont dire, moi, je veux des REER cette année parce que je paye trop cher d'impôts, puis ils vont trouver plein de justificatifs. Je veux pas faire de temps supplémentaire parce que l'impôt vient chercher tout mon argent, puis et les gens vont mal comprendre le concept de l'impôt, comment il fonctionne. Des fois, c'est juste de leur rappeler que, bon, ça marche par palier. Fait que, tu sais, c'est le prochain dollar imposé qui est important de comprendre. C'est pas parce qu'ils prennent plus d'argent sur ton relevé de paye que tu vas nécessairement, ton heure supplémentaire va nécessairement te coûter tout ton argent en impôts. Tu sais, les gens, ce concept-là, ils comprennent moins bien. Puis l'autre concept qu'ils comprennent moins bien, c'est cet argent-là sert à quoi, techniquement? C'est notre effort collectif pour avoir tous ces services-là. Fait que des fois, c'est seulement de leur rappeler, de dire, je comprends, on va optimiser ta situation fiscale, mais de chialer constamment contre l'impôt, ça va pas t'aider à améliorer la situation. Comprends ce qui est important, puis après ça, ben, le reste, on va le travailler ensemble pour mettre ton plan financier en place. Puis ça, c'est un grave problème, l'incompréhension de l'impôt au Québec, là. Genre vraiment Mhm. plus que je pense. Peut-être que vous le pensez ou peut-être que vous le savez. Mais moi, j'ai donné des ateliers pour la Fondation canadienne d'éducation économique pendant comme 4 ans. Puis là, j'ai arrêté dernièrement parce qu'ils ont financé surtout une plateforme en ligne qui, tu sais, font juste redonner les ateliers que je donnais, mais plus de manière web, là, je le Mhm. voyais venir, là. Puis à chaque fois que je donnais un atelier sur les impôts,
j'ai donné surtout dans les classes de francisation, mais j'allais aussi dans des classes de secondaire, etc. Puis c'était toujours le prof qui était le plus surpris parce que lui-même, même si ça fait des années qu'il a son réga, puis qu'il il a sa paye, puis tout, il avait jamais, jamais compris, puis il était sûr qu'il payait 50% d'impôts, certain. Puis pire, Exact. un autre exemple pire, cette semaine, je vous ai dit que je faisais ma préqualification pour avoir mes permis en assurance de personnes. Puis, je nommerai vraiment pas de nom. Puis, de toute façon, je sais pas c'est quoi le nom de la personne, mais il y a un conseiller euh, qui parlait à un prospect, à un futur client. Puis, ce client-là, il y avait une conjointe. Puis, sa conjointe, elle avait une autre conseillère qui était dans la même organisation. Puis, elle aimait vraiment sa conseillère. Puis, elle voulait pas changer de conseillère. Sauf que le conseiller qui donnait la rencontre à son conjoint, il lui expliquait des choses par rapport à la RRQ, puis comment optimiser toutes ces choses-là au niveau fiscal pour en avoir le plus, ben, avoir sa juste part dans ses poches. Puis la conjointe qui écoutait la rencontre a dit: Waouh, c'est tellement intéressant ce que tu expliques. Moi, ma conseillère est dans la même organisation que toi, mais je sais qu'elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas la RRQ, puis elle ne comprend pas l'imposition, les paliers d'imposition. Genre, j'y ai déjà posé des questions, puis je le vois qu'elle ne comprend pas. Mais j'ai pas envie de changer de Mhm. conseillère parce que je l'aime, puis je la trouve, je me sens je sens que je peux lui poser toutes les questions, puis c'est vraiment une conseillère que j'adore. Encore une fois, les clients sont souvent avec leur conseiller pour la personne, pas pour le produit. Mais elle dit, ma conseillère, je sais qu'elle ne comprend pas ces concepts-là. Fait que le conseiller dont je vous parle, il a contacté la conseillère qui est dans la même organisation que lui, puis il a fait un cours pour lui expliquer, mais c'est pas normal. Là. Je sais pas où est-ce Non. que l'information s'est perdue, là, mais je serais pas étonnée que ça soit pas la seule. Fait que, tu sais, à faire vraiment attention, là, peu importe le, le temps qu'on est sur le marché de l'assurance ou des placements, depuis combien de temps on est conseiller ou conseillère, c'est bien, tu sais, vraiment savoir ses forces, vraiment savoir ses faiblesses, mais vraiment aussi savoir c'est quoi comme le strict minimum qu'on devrait connaître. Mais Et ça, tu m'amènes à un élément, puis tu sais, je t'entends parler, puis je te connais quand même depuis quelques années, là, Marianne, mais tu as toujours été extrêmement impliqué dans, tu sais, des fondations, donner des conférences, ma TV, t'hésites jamais de t'impliquer à l'école. Tu as fait la technique en substancier là, au cégep. Tu as toujours été très, très impliqué. Ça vient d'où ce désir-là de toujours en faire plus, de t'impliquer, de donner le petit pushing de plus? Ça, c'est peu commun. Tu sais, sûrement, je suis pas le premier à te le dire, mais c'est peu commun d'un jeune âge que quelqu'un soit autant impliqué, puis qui est vraiment, tu sais, je te sens driven, avec une mission en tête. L'éducation financière, ça te tient à cœur. Ça- on comprend un peu ton bagage, d'où tu viens, mais ce niveau d'énergie-là, tu vas le chercher où pour autant t'impliquer, là? C'est tellement une bonne question parce que je le sais pas, là. C'est comme ça depuis que je suis toute jeune, là. Tu sais, au primaire, j'étais présidente de classe, là. J'aimais vraiment ça, Hum, mais j'ai toujours, tu sais, trouvé mon énergie avec mon environnement. Fait que je vous mentirais pas que la pandémie, ça l'a vraiment été... j'ai vraiment fait ce ouais. moment, puis j'ai dû comme m'arrêter 2 minutes parce que mon énergie, je l'ai complètement perdue parce que c'est exactement là que je vais la chercher. C'est dans mes relations, c'est les gens qui sont autour de moi. Euh, je le sais que c'est une grande source d'énergie pour moi. Je sais que c'est une grande motivation. Puis c'est supposé l'être un peu pour comme l'humain en général, là, comme notre besoin d'affiliation. C'est l'humain, la Ouais. seule raison pour laquelle il se développe, puis il s'est développé plus que, mettons, plusieurs autres espèces, c'est parce qu'on s'est affilié, puis on s'est développé en tant que communauté. Parce que sinon, l'humain tout seul, c'est l'animal, disons, là, c'est l'être le plus vulnérable. Là. Un bébé, ça ne survit pas sans sa mère une journée. Là. Ouais. Par contre, un bébé, je ne connais pas fou les animaux, mais un bébé orignal, là, il y a du poil, il y a des griffes, il y a des dents. Nous, on arrive, on n'a rien. Là. On n'a aucune Hum, protection. Là. Puis c'est vraiment parce qu'on s'est affilié qu'on a réussi à se développer. Fait c'est vraiment dans les sources de motivation, mettons, de l'humain, l'affiliation, c'en est une. Puis moi, je sais pas, je pense que je l'ai découvert très jeune, je suis quelqu'un de très social. Puis je me suis dit, ben c'est juste en m'impliquant dans des projets vers une cause qui me tient à cœur, avec des gens qui me font sentir bien, que moi, je m'épanouis, en fait. Là, on est là pour ça, là, au final. Moi, j'ai l'impression sur la Terre. alors, tu disais, Marianne, entre autres, que toi, la relation d'aide, ça a toujours fait partie des raisons, puis c'est probablement la raison
qui fait que tu es dans le domaine de l'assurance. D'ailleurs, tu seras bientôt courtière, conseillère, tu l'es déjà? Ouais, ben je sais pas quand le podcast va sortir, mais probablement que je vais l'être Ça quand il va s'en vient. sortir. Ouais, en fait, pour le 15 juillet 2023, là, je me suis mis comme objectif que j'aurais mes permis. Mm. Puis donc, parle-nous un peu, tu l'as expliqué, d'où ça vient, de ton enfance et tout, mais tu sais, ce besoin, cette relation, c'est en toi finalement. Ouais, définitivement. À la base, au secondaire, début secondaire, tu sais, je voulais m'en aller peut-être comme travailleuse sociale ou même travailleuse de rue, là. Travailleuse de rue, c'est pas faire les trottoirs, là, c'est aider les gens qui travaillent dans la rue. Mhm. Puis finalement, avec les expériences qui se passaient autour de moi, tu sais, comme j'ai dit, mes parents, mon copain à ce moment-là, je me suis rendu compte que le monde avait, tu sais, les problèmes d'argent avaient vraiment un impact sur tout le reste de ta vie, puis que si je travaillais comme conseillère en sécurité financière, ben j'allais pouvoir avoir un impact, oui, sur leur santé financière, mais qui a un impact aussi sur la santé physique, la santé mentale, euh, puis le bien-être en général, là. Fait que c'était vraiment ça dans ma tête, c'était hyper clair. Moi, je m'en allais en finance pour aider le monde, ça faisait beaucoup de sens, mais aussi, comme je l'ai dit, pour faire baisser ma propre anxiété par rapport au milieu financier. Puis aussi parce que je suis quelqu'un qu'avec justement le divorce de mes parents, on a déménagé souvent. Je savais que dans ma vie, je voulais comme une sécurité. Je savais qu'une carrière dans les services financiers, oui, tu peux partir à ton compte, tu peux faire des bons revenus, mais il y a beaucoup plus de risques, comme la relation risque-rendement, où je vais toujours pouvoir me placer, je me disais, dans une banque ou dans une institution où est-ce que je vais avoir vraiment une sécurité d'emploi. Fait que je me disais, c'est le domaine pour moi, mais c'était parce que ce que ça allait me permettre de faire en bout de ligne, c'était d'avoir l'espèce de relation d'aide que je cherchais à pouvoir cultiver dans mon domaine professionnel. C'est le fun d'entendre ça, puis je trouve ça rafraîchissant parce que souvent on va entendre les gens qui vont rentrer dans le domaine justement parce qu'ils ont été attirés par les fameux là, quelques conseillers qui font énormément d'argent dans le domaine. C'est très, très capitaliste puis matérialiste. Mais là, de t'entendre dire ça, de dire que moi, c'est le volet noble, en fait, là, d'aider les gens à mieux comprendre leurs finances, à atteindre leurs objectifs, à les guider, en fait, d'être un guide pour eux. Euh, Ce volet-là, moi, je trouve ça rafraîchissant. Puis je pense qu'on a besoin de plus en plus de gens dans le domaine qui ont cette mentalité-là. Puis en même temps, quand tu donnes ta réponse, tu parles de, tu sais, de sécurité financière. Puis c'est pas un domaine qui est, comme tu l'as bien écrit, qui est reconnu pour sa sécurité financière quand tu es courtier. Parce que surtout, courtier, là, c'est beaucoup plus là, des 100% en commission, des métiers à salaire. Tu sais, nous, on en a chez Emma, mais il y en a pas des tonnes là, qui vont offrir là, comme entreprise plus de sécurité financière. Puis pourtant, la meilleure façon d'aider les gens dans leur sécurité financière, c'est de l'avoir Ouais. soi-même. Tu sais, on dit souvent là, dans un avion, là, tu sais, s'il y a un masque de junk qui tombe, tu te le mets à toi-même avant d'aller aider les autres. C'est un peu le même concept en finance qui est ultra important parce que si toi-même tu es stressé avec tes finances, t'es pas capable de te mettre de l'argent de côté, tu as l'impôt qui te court après, ben, ça se peut que ce soit difficile de donner des conseils éclairés et posés là, à des clients dans ton Mais je me bureau. demande justement, vous, Emma, moi, la compagnie avec qui je m'en vais, je vois pas l'objectif de la nommer. De toute façon, on parle de Emma, puis moi, je vous aime beaucoup comme entreprise, là. Mais Mhm. j'ai été surprise de voir tu sais, qu'ils faisaient une analyse de mon crédit, là, puis qu'il fallait que je détaille vraiment mon bilan, puis qu'il allait faire une enquête de crédit. Puis j'étais comme rassurée qu'ils fassent ça, mais j'étais surprise un peu. Puis la personne que j'ai rencontrée, elle m'a dit, ben oui, là, elle dit, je te dis, tu veux pas être dans la chaise du conseiller ou de la conseillère, puis pas avoir une bonne sécurité financière, c'est extrêmement dangereux, puis c'est juste vraiment pas le fun à vivre comme situation. Fait que je me demande à Emma, vous, est-ce que vous avez ça? Parce que je sais que vous travaillez avec des conseillers, il y a des conseillers chez vous, là. Ouais. Ouais, ben c'est le même principe en fait. C'est pas nécessairement simplement Emma qui va faire ça, à ma connaissance, tous les grands acteurs là, que je connais dans le domaine font enquête criminelle, enquête de crédit. Parce que la dernière chose que tu veux, tu sais, les gens viennent nous voir pour du conseil financier. Fait qu'ils sont un peu pendus à nos lèvres puis attendent d'avoir le conseil pour finalement passer à l'action. Mais si tu sais, on s'entend, moi je pense que tous les humains sont fondamentalement bons, là, des gens là, vraiment méchants fondamentalement, je pense. J'espère que ça existe pas. Peut-être que je suis dans un monde de licorne, mais je pense pas que ça existe.
pense que les gens sont bons, sauf que quand on vit énormément de pression, qu'il nous arrive beaucoup d'événements négatifs dans notre vie, puis qu'on est dans une situation de précarité, ben ça se peut que à cause qu'on est dans une situation où on est extrêmement faible, ben là, on prenne une mauvaise décision. Puis cette mauvaise décision-là, des fois, elle a des conséquences beaucoup plus graves. Fait que quelqu'un qui a des problèmes financiers, est-ce que ça se pourrait que parce qu'il est rendu avec 3 jeunes enfants, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, ils seront pas capables de faire le paiement de la prochain loyer. Il faut qu'il s'en aille à l'hôpital, ben pas à l'hôpital, excuse-moi, à l'épicerie ce soir pour aller chercher la nourriture. Il dit, hey, comment ça marche? Dans le fond, tu me fais un chèque à mon nom, puis là, moi, je place l'argent. Ben, tout ça, c'est des possibilités. Fait que la façon de gérer ces risques-là, étant donné l'espèce de pouvoir, puis la position là, De de confiance. conseil qu'on a dans Ouais. la relation client, la confiance, exact, c'est de mettre en place des processus de vérification à la base. Fait que si à la base, t'as pas de dossier criminel, t'as jamais été connu pour avoir des antécédents, ton dossier de crédit, il n'y a pas besoin d'être parfait, mais c'est good enough pour t'as pas de problème potentiel, ben, au moins, on a fait une vérification diligente, que cette personne-là avait le bon contexte pour lequel aller donner des conseils financiers. Fait que pas mal tout le monde fait ça, les grandes banques vont faire ça, les compagnies d'assurance le font. Et quand on va même un peu plus loin, même si ton cabinet le fait, chacune des compagnies d'assurance, les compagnies de placement, avant même de te permettre de vendre leurs produits, des fois, vont demander des vérifications supplémentaires pour s'assurer qu'ils donnent le droit de vendre leurs produits, de donner des conseils sur leurs produits à des gens qui ont été vérifiés, là. Ah, mais c'est tant mieux, honnêtement, que ça existe. Moi, j'ai été surprise, là, parce que j'ai fini mon deck, ça fait quand même 2019, ouais, ça va faire 4 ans. Puis, fait que ça fait 4 ans que je suis pas conseillère, mais que j'ai fini mon deck, puis je sais que je veux faire mes permis éventuellement. Je pensais attendre de finir mon bac, mais finalement, je me suis rendu compte que j'ai envie de commencer ma carrière. Puis, de toute façon, mon planificateur financier, tu sais, je vais l'avoir dans quelques années. Puis à court terme, je ne vais pas être avec des clients qui ont besoin des grosses planifications hyper complexes. Là. Je vais y aller avec du monde qui vont probablement être un peu en même place dans la vie que moi. Là. Fait que c'est ça. Puis c'était vers quoi je m'en allais. Ben, justement, parlant de ça, là, pendant peut-être que tu cherches où tu t'en allais, les gens, mettons, les premiers clients, là, tu sais, ta clientèle cible que tu vas avoir pour commencer, si c'est une question qu'on a souvent posée au conseil d'expérience qu'on a invité sur le podcast. C'est quoi ta clientèle cible? Comment tu as fait ton démarché, trouver ta niche? C'est quoi les éléments importants qui ont fait la différence dans où tu es rendu aujourd'hui? Quand tu regardes ton début en carrière, c'est quoi ta clientèle cible? Ça fait 4 ans que je me pose la question. Ça va être quoi Ouais. ma clientèle cible? Il y a deux choses que j'ai faites que je suis quand même contente. La première, c'est de m'être posé la question, ça va être quoi ma clientèle cible? Ça l'a vraiment évolué. Au tout début, mon premier stage, je l'ai fait à Mica Capital, puis c'est des courtiers aussi. Euh, Mhm. puis le cabinet où est-ce que j'étais, leur objectif, c'était un peu de desservir justement la clientèle qui était délaissée par les banques, mais de leur offrir quand même, justement, des produits qui sont pas juste d'une bannière, mais de pouvoir leur offrir une belle panoplie de produits. Puis j'étais comme, ah, c'est super, moi, c'est avec eux que je veux travailler. Je veux travailler avec du monde qui commence en vie, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ou même ça fait longtemps qu'ils sont dans la vie, mais qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent quand même. J'étais comme, je veux vraiment pas avoir à délaisser aucun client. Ça, c'était genre mes trois premiers mois de stage. Pas long après, j'ai appris que les frais tu sais, les frais qui se prennent, Dans ouais, les frais de rachat, ils les s'en, frais de ils service. s'en allaient. Mhm. Puis là, j'étais comme, ah, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les frais de rachat, c'est ça? Ouais, Ouais, les les frais de frais de rachat. rachat, c'est comme dans les 10 premières années, là, quelque chose comme ça, 6 premières années. Ouais, c'est dans les 6 premières années, dans le fond, puis il y a un changement de loi avec MRCC2. Ils sont venus changer les politiques de rémunération au niveau des fonds communs de placement. Là, ça s'en vient aussi au niveau des Ouais, fonds distincts. Mais dans le fond, ce changement-là retirait les frais de rachat, qui, dans le fond, essentiellement, ça donnait régulièrement 5% de commission sur l'argent qui était placé dès le début au mhm. conseiller. Sauf que le client, en échange, s'il retirait son argent dans les 6 premières années, il y avait des frais de 6%, 5,5, 5, c'était dégressif comme ça. Le conseil avait quand même une option que s'il voulait rembourser pour une raison comme logique, l'objectif de placement n'était pas atteint. On va dire, si tu places ton argent pour 20 ans, cette portion-là de frais, tu vas arriver à la fin de tes frais dégressifs, puis il n'y en aura pas de frais. Fait qu'il n'y a pas vraiment de mal qui est fait. Ça va donner une rémunération au conseiller. Fait que ça,
Mais donc, idéologiquement, ça fonctionne bien. Mais si le client, finalement, il change de plan, puis il veut s'acheter une maison après 3 ans, ben là, on vient un peu d'impacter son plan. Fait que là, il y avait moyen de comme rembourser ces frais-là si ton cabinet l'autorisait. Mais c'est sûr que ça crée des contextes un peu particuliers. Est-ce que c'est tous les conseils qui le Mm. remboursaient, donner la bonne information aux clients? Quand les clients souscrivaient, est-ce qu'on donnait toute l'information pour l'expliquer dans quoi ils s'embarquaient? Parce que ça reste quand même que c'est quand même fâchant là, quand tu sais que tu retires ton 20 000 tu as besoin de ta maison, puis ça va te coûter 1 Ouais. 000 de frais. C'est un peu Ben c'est ordinaire. ça. Fait que moi, les 4 dernières années, là, ça a juste été des années de découverte puis de tranquillement être nuancée sur qu'est-ce que je pensais parce qu'au début, tu sais, tu rentres, c'est comme Ouais. ah, ça c'est super, ça c'est pas super. Tel cabinet il est bon, tel cabinet c'est pas bon. Ah, les banques, je les aime pas. Finalement, je les aime peut-être. Tu sais. Ça arrêtait pas de faire ça. Finalement, tu sais, je suis arrivée, là, j'étais à une place parce que j'étais assez solide dans tout ce que je m'apprête à dire. Puis, justement, ces frais-là, quand que j'ai appris qu'ils allaient plus exister, j'étais comme, ah, c'est une super bonne nouvelle, tu sais, je voyais tous les articles, puis c'était comme juste tant mieux pour le client, mais j'ai vite Mhm. compris que les clients qui avaient un petit peu moins d'argent, c'était vers ces frais-là que les conseillers s'en allaient, parce que c'était la seule manière qu'il y ait une rémunération qui était décente pour eux, étant donné que le capital que les clients allaient investir était très petit. Fait que là, ça allait faire que, bon, ce créneau de clientèle-là qui était ciblé ne pouvait plus être autant ciblé parce que sinon, juste le cabinet ne pouvait pas survivre, juste le conseiller ne pouvait pas avoir le niveau de vie qu'il avait depuis des années. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est en finance, on n'est pas non plus une organisme à but non lucratif. Là. Je veux dire, il faut quand même peser les choses. Fait que quand j'ai appris ces frais-là allaient être enlevés, j'ai comme fait un jour de 360. J'étais allée faire mon deuxième stage en gestion privée. C'est vraiment 360 là, en gestion privée. Mhm. Puis là, je me suis dit, ben dans le fond, j'aurais vraiment voulu travailler avec des gens qui, en fait, sont probablement plus dans une classe sociale qui ressemble à la mienne. Je ne suis pas d'une famille avec des parents extrêmement riches. Ben il va me falloir des clients vraiment très, très riches si je veux pouvoir avoir un bon revenu, avoir Ouais. une sécurité tout en étant à mon compte parce que entre-temps, je me suis dit, oui, je veux vraiment être à mon compte parce que je ne veux pas me limiter à des produits d'une certaine bannière. Puis juste comme j'ai commencé à faire des contrats un peu à mon compte, puis je me suis dit, je sais que je suis capable d'arriver à me trouver, ben, d'avoir une sécurité financière tout en étant à mon compte. C'est plus de travail, mais ça fonctionne juste mieux avec comment mon cerveau est fait. Je suis allée Ouais. en gestion privée, puis là, je me suis dit, je vais être avec juste des gens qui ont beaucoup de capital, puis étant donné que je vais faire quand même un bon revenu de ça, ben je pourrais continuer à m'impliquer dans tout ce que j'aime m'impliquer, puis les associations, puis continuer d'avoir ma relation d'aide avec mes temps libres. Fait que ça a été ça pendant un moment. Puis éventuellement, ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment possible là, de quand même bien vivre ta vie en ayant des clients qui n'ont pas énormément d'argent. C'est sûr que l'assurance le permet, en fait, parce que les placements vont être moins payants, mais l'assurance le permet. Puis justement, souvent, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'assurance parce que s'il y a quelque chose qui arrive, ben, ils n'ont pas nécessairement 500 000 dans leur fonds d'urgence. Là. Fait que, fait que c'est. Mais ça apporte un bon point, puis ça, je pense que, tu sais, tous les conseils qui nous écoutent, Oui. là, puis c'est un bon conseil que moi j'ai donné, là. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs stagiaires là, sur ma gouverne que j'ai guidés. Puis souvent, la chose que je leur disais, c'est l'important en début de carrière, c'est de focuser sur l'approche 360. Fais pas juste de l'assurance, fais pas juste des placements, même si naturellement tu es intéressé par les placements, la fiscalité un peu plus complexe là, des régimes non enregistrés, avec l'optimisation. Intéressons un peu à toutes les sphères. Tu sais, touche la fiscalité, tout ce qui est endettement, aide les personnes avec leur hypothèque pour leur projet de maison. Fait que tu vas faire un peu d'argent dans chacune des tranches-là, des tranches sur lesquelles tu peux travailler. Puis les deux grands pôles de rémunération, c'est assurance et placement. Tu sais, ça, on se le cachera pas, c'est les deux. Il y en a un troisième qui est honoraire, là, quand tu es en mesure d'en charger des honoraires. Chose que j'ai déjà fait personnellement, mais c'est quand même des clients beaucoup plus fortunés qui vont être en mesure de payer des honoraires parce qu'ils veulent aller chercher une certaine indépendance de conseil, puis un niveau extrêmement approfondi dans leur analyse. Fait que là, tu vas passer 10, 20, 30 heures sur un dossier dans ce genre de dossier-là, mais c'est pas tout le monde qui a le goût de faire autant d'analyses. Pour des clients, certains s'intéressent beaucoup plus à l'aspect relationnel. Fait que les deux grands pôles qui existent, placement, assurance. Placement, c'est peu rémunérateur à court terme, mais à long terme, ça te garantit un certain revenu. Chaque fois que l'année va commencer, tu sais que tu vas faire bon, ben, 30 000 avec Mhm. tes placements, 50 000 avec tes placements, 200 000 avec tes placements. Tu n'as pas fait encore une nouvelle vente. Tu vas juste maintenir l'excellent niveau de service que tu donnes à tes clients.
Puis cet argent-là, techniquement, tu vas la toucher de par tes frais de service qui sont chargés, les rémunérations intégrées dans les produits. Puis au niveau de l'assurance, ben, c'est un peu des one-shot deals. C'est une très grande rémunération au début, une très petite rémunération les années subséquentes. Parce que le gros du travail se fait au niveau de l'éducation de la famille, de leur démontrer qu'ils ont besoin d'assurance, c'est important de se couvrir, il y a une sécurité financière qui est en jeu s'ils le font pas, parce qu'un événement malheureux de la vie, que ce soit une invalidité, une maladie grave, tu en as parlé tantôt, un décès, il y a personne qui souhaite ça. Tout le monde fait tout dans son possible pour optimiser sa vie, pour pas vivre un événement Mhm. malheureux comme ça. Mais ces choses-là arrivent, c'est là la fragilité financière. Puis quand on regarde l'espèce de matrice de risque là, dans la vie, tu sais, il y a comme le niveau de risque, un risque qui est faible, un risque qui est élevé, un niveau d'occurrence qui est faible, un niveau d'occurrence qui est élevé. Ben, un décès, c'est le niveau d'occurrence qui est de 1, mais le risque est très, très élevé pour une jeune famille avec des jeunes enfants. Fait que quand on est en mesure de bien démontrer ça, le gros du travail a été fait. Le produit va se vendre, va se faire acheter par le client. Fait que là, on va toucher, la compagnie d'assurance va avancer la rémunération au conseiller. Fait que là, quand tu regardes les deux pôles, tu as un peu besoin des deux pour vivre. Si tu fais juste de l'assurance, c'est à recommencer à chaque année ta rémunération. Parce que tu n'as jamais quelque chose qui est là pour débuter. Si tu fais juste du placement, tes premières années, ça va être des années de vache maigre, puis là, ça va être difficile. Puis ça se peut que tu manges des toasts au burger entre deux rendez-vous clients pour être capable de te nourrir pour avoir assez d'énergie. Et quand tu es en mesure de faire l'approche 360, mais non seulement tu as des bons conseils en placement, des bons conseils en assurance, mais tu les as aussi aidés sur leur endettement, sur leur budget, au niveau fiscal. Tous ces autres éléments-là viennent optimiser les deux premiers qui sont tes deux grands pôles de rémunération. Ça, cette dynamique-là, c'est ultra important de la comprendre en début de carrière parce que j'ai trop vu des gens se focusser juste dire, moi, je vais être un expert d'assurance. Un jour, tu seras un expert d'assurance, mais commence par bien comprendre tout le domaine, comment il fonctionne. Laisse-toi le temps de découvrir c'est quoi qui te passionne. J'ai tellement vu des gens experts en placement un jour faire quelques dossiers d'assurance, faire comme, oh my god, c'est donc bien intéressant, il y a donc bien de la fiscalité qui est le fun là-dedans. Ben, ce genre de dossier-là, moi, je veux le répéter, je vais en refaire. Laisse-toi la chance de découvrir tout ça. Fait qu'en début de carrière, touche à tout, ça devrait être J'allais convié, puis ça demander à devrait bien Marianne, se c'est quoi passer. ta stratégie pour ta première année? Mais là, si t'en avais pas, en voici plusieurs. On a un gars Mhm. d'expérience quand même sur le podcast. Hein? Oui. Avais-tu, toi, tu sais, on en a parlé en pré-entrevue de comment tu entrevois ça, puis tu as eu le temps, tu dis 4 ans pour y penser. Est-ce que tu as des craintes par rapport à ta première année? Pas vraiment. Non, pas vraiment parce que j'ai pas énormément d'attentes non plus. Euh, Mhm. Puis je pense que c'est pour ça que je me lançais pas non plus. Parce que j'avais tellement des hautes attentes. Tu sais, j'avais mon émission à ma TV, je travaillais beaucoup pour la littératie financière. Tu sais, ça fait comme 4 ans justement que j'ai bâti un peu que j'ai bâti un rôle où est-ce que les gens viennent à moi, ont des questions ou veulent passer à mon émission. Puis, tu sais, c'est toujours moi, quelque part, qui a quelque chose à leur apporter. Tu sais. S'ils viennent passer à mon émission, sont contents, ils ont la visibilité ou autre, comparativement à moi, que oui, mon émission, c'est super le fun, puis c'est tellement une belle expérience, puis une belle opportunité à mon âge, mais je veux dire, je peux pas avoir une carrière à ma TV avec une émission citoyenne. Là. Je pourrais pas avoir d'enfants. Mes chats, Mhm. leur sécurité alimentaire serait en péril. Tout est en jeu. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est ça. Fait que reste que je me disais, le jour où je vais être conseillère, là, le rôle va changer, puis ça va être moi qui va avoir besoin de demander quelque chose aux gens parce que je vais avoir quelque chose à leur vendre. Puis c'était vraiment comme ça que je le voyais. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis pas lancée là-dedans parce que j'avais pas compris que c'est extrêmement donnant-donnant. Puis mon rôle est très. Est, mon rôle est hyper important. Puis les gens qui vont travailler avec moi vont être qui vont avoir des assurances ou des placements avec moi vont être autant chanceux de m'avoir que moi, je vais être chanceux de les avoir. Tu sais, ça va être vraiment du Ouais. 50-50. Puis c'est pour ça que là, ça ne me stresse plus. Parce que c'est comme si pendant 4 ans, j'étais genre, faut que je sois vraiment la meilleure, puis qu'il n'y ait aucun doute pour n'importe qui me croise, pour que je me sente assez solide pour dire que je suis conseillère. Puis ma pensée, elle a évolué, puis je me suis rendu compte que pas en tout, dans le fond. Tu sais, moi, c'est juste que j'ai un intérêt envers les finances, je les comprends bien,
tout le monde en a besoin à un certain moment donné. Puis si nos chemins se croisent au moment où est-ce que c'est bon pour eux, puis que moi j'ai l'expérience, j'ai les produits, puis je sais leur expliquer, ben c'est juste vraiment gagnant-gagnant. Fait que j'ai pas peur, vraiment pas. Si je vois que ça fonctionne absolument pas, ce que je comprendrais pas pourquoi, ben j'irai faire autre chose, là, c'est tout. Je retournerai à... Ben, une des choses qui est le fun en début de carrière, c'est de, tu sais, souvent, on va avoir des gens qui vont se fixer des objectifs de rémunération. Tu sais, moi, je veux faire 100 000 Mhm. ma première année, je veux faire, peu importe l'objectif que tu as, tu sais, tant de rémunération, ainsi de suite. Puis souvent, tu contrôles un peu moins ça. Tu sais, ça dépend de ton réseau, tes références. Tu sais, la chose que tu peux toujours contrôler, c'est prendre un téléphone puis appeler. Ça, c'est du hustle que tu es en mesure d'investir autant de temps que tu es en mesure d'être réveillé, mais ça va donner des résultats à la fin. Est-ce que tu vas aimer ta première année, ta deuxième année? La Je m'en... question se pose. La chose que souvent j'ai eu comme recommandation de mes mentors, c'est d'arrêter de me fixer des objectifs en début de carrière sur la rémunération, mais plus sur le niveau d'activité que je fais dans Très une bon. semaine. Fait que c'est quoi une activité? Ben là, c'est à toi de le déterminer. Tu sais, il y en a qui ont une activité qui compte. On va dire, moi, mon objectif personnel, c'était 20 activités. Puis une activité, pour moi, c'était un contact significatif avec un client. Fait que si j'ai un appel de 30 minutes avec un client, parce que là, j'ai donné des conseils, puis on est en train de bâtir une relation professionnelle, ça compte pour une activité. Un rendez-vous client avec un premier client, c'est une activité. Un rendez-vous de closing avec un client, c'est une activité. Si j'en ai 20 de façon constante, nécessairement, je vais avoir des résultats. Mais si j'en fais 20, je fais mes 20 activités, puis à la fin de cette semaine-là, j'ai 0 $ de rémunération, j'ai quand même atteint mon objectif. Mais je suis pas face à la fameuse déception de regarder mon slip de paye puis mon compte qui fait juste descendre en Mhm. début de carrière parce que moi, j'ai eu un début de carrière qui était quasiment canon, mais ma première paye après 3 mois, c'était 132 $. Après 3 mois de travail à travailler 60 heures semaine, ça peut être décourageant quand tu regardes ça en chiffres monétaires, mais je faisais toujours mes 20 activités, puis Ça nécessairement, à un s'est moment mis donné, à ben, les payer. résultats, là, c'était pas 132 après 3 mois. Le deuxième trimestre était meilleur, le troisième trimestre était meilleur, puis j'ai terminé l'année en force parce que j'ai bâti un momentum. Ça, c'est ultra important à comprendre parce que souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils se découragent. C'est un métier difficile, surtout au début, quand tu es travailleur autonome, tu es indépendant, tu es submergé de produits, tout le monde veut te rencontrer, tout le monde a la recette magique aussi. Tu sais, le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est un conseil qui est non sollicité, mais tu vas en avoir plein des conseils comme ça. C'est à toi de filtrer lesquels que tu as le goût, mais le plus important, c'est d'être en contact avec des clients, puis de leur donner un bon service. Puis le concept de double entrevue, tu as bien expliqué, ils t'apportent de la valeur comme toi, tu leur apportes de la valeur. C'est à toi de choisir tes clients aussi, puis où tu te diriges. D'où l'importance d'avoir une clientèle cible. Tantôt, tu parlais de la clientèle un peu plus, on va dire, défavorisée, la clientèle qui est plus, dans le fond, à valeur nette élevée. Fait que ce que j'en comprenais, c'est que tu vas être un peu général dans ce qui se passe dans le milieu, puis en fonction de tes intérêts, ben, à un moment, tu vas te laisser guider, puis là, tes choix vont devenir de plus en plus nichés, Ouais. de plus en plus nichés, Ça, puis ben, finalement. la vie te guidera par la suite. Ouais, ben ça, finalement, j'avais pas répondu à la question, mais c'est tellement des bons conseils, là, Félix. Là, moi, je vois ce que tu dis. Puis, je me suis finalement arrêtée à un moment où est-ce que je me suis dit, avec l'émission, j'ai tellement reçu d'entreprises, de start-up. J'ai reçu des entreprises là, qui n'avaient pas de locaux, puis qu'aujourd'hui, ils se sont fait construire des laboratoires de 5 millions, puis qui sont partout dans les journaux, puis qui ont maintenant passé au dragon, puis qui vont genre peut-être faire leur entrée en bourse prochainement. Puis ça, je parle pas d'une entreprise, il y en a au moins 3 là, que j'ai en tête, que j'ai passé à l'émission, que ça a été ça. Puis je tripe les entrepreneurs. Même quand que j'étais au cégep, je faisais partie du club entrepreneuriat 5 fois, mais ça n'a jamais été que je tripais en me disant, moi, je veux mon entreprise, puis je veux la gestion des produits, puis tout. C'est comme pas vraiment pour la gestion des produits physiques, là, disons. C'est pas vraiment pour moi. Mais c'est du monde qui ont tellement une belle énergie, puis que je sais que j'aimerais, que je veux travailler avec eux. Fait que c'est sûr que je vais me faire un petit target avec ces personnes-là. Puis, autrement, ben, depuis mon deuxième stage, fait que depuis comme 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai un dossier Excel avec toutes les personnes qui ont un jour dit qu'ils attendaient que je sois conseillère et j'ai leur nom, leur numéro de Hmm. téléphone, ce que je pense qu'ils placeraient avec moi, quel produit je pense qu'ils auraient besoin, puis un code de couleur pour dire c'est sûr qu'il est closé. Jaune, pas trop, pas certain, on va parler, on va voir. Puis rouge, probablement qu'il va peut-être pas vouloir faire avec moi au début, mais ça va être dans 1 an ou dans 2 ans après que je sois conseillère. T'sais, justement, peut-être pas les appeler en premier, ceux qui sont en rouge. Attendre de
démontrer que j'ai commencé à bâtir une petite clientèle qui sont déjà heureux avec moi avant de les contacter. Fait que ça, la feuille Excel, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir faite. J'ai pas commencé à... Puis pour tes clients qui sont en rouge, moi j'en ai un autre mentor qui m'avait dit, qui était chez Mika, là, moi je connais bien la première place où tu as fait tes stages, il m'avait dit, il n'y a jamais personne qui m'a dit non 8 fois d'affilée. Que j'ai eu 8 rendez-vous qui m'a dit non 8 fois, c'est jamais arrivé. Il s'est dit, j'ai tout un party de préparer pour la première personne dans ma carrière qui va me dire non 8 fois. Je vais le célébrer avec lui parce qu'il a Et avec atteint le le record 8 que est le jamais personne chiffre n'a réussi à atteindre. magique. C'est-tu le chef magique? C'est plus une idée, je pense, de persévérance. Même si la personne te dit non, ben elle a des raisons. Tu sais, peut-être que c'est son beau-frère Ouais. qui est son conseiller. Peut-être que c'est pas un bon moment pour tu sais, cet entrepreneur-là. Tu sais, tu parles de jeune entrepreneur techno. Les premières années, là, c'est l'enfer, là. Tu fais juste travailler, t'as pas de résultats, tu cherches des investisseurs, tu cherches des clients, tu lances ton produit, c'est juste du risque, t'as pas une scène. Fait que là, quelqu'un qui vient te parler d'acheter des services pis de se protéger, tu dis, tu sais, je suis même pas sûr que je me rends au prochain mois. Parle-moi pas d'acheter des produits à ce moment-là. Mais, fait que c'est peut-être pas le bon timing, mais si t'es présent, puis t'es capable d'y apporter un peu de valeur, d'un bon contact, ben, à m'amener, à force d'avoir ces bons contacts-là, ben, nécessairement, il va te considérer. Puis c'est juste ça que tu as C'est ça besoin, là. que je veux. Moi, je veux avoir du... tu sais, une autre des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'en aller en service financier, c'est parce que je voyais que, oui, j'allais être en relation d'aide, mais j'allais tout simplement être en contact avec des gens. Puis comme on l'a dit au début, tu sais, je trouve ma motivation dans mes relations, dans les gens qui m'entourent, dans mon environnement. Fait que je voulais avoir une carrière parce que j'allais pouvoir m'entourer de ces personnes-là. Fait que même si, justement, c'est pas mon client au début parce que la personne est à part son entreprise, puis elle n'a pas le cash flow nécessaire, de base, mais je m'en fous parce que de toute façon, même si jamais, au grand jamais, euh, il y aurait de possibilité qu'elle fasse affaire avec moi, je vais avoir ben, en fait, même s'il n'y avait pas de raison qu'éventuellement ça me rapporte d'avoir cette relation-là, ça me rapporte déjà, juste niveau énergétique, puis niveau, c'est ce que j'ai envie de faire, Mhm. de passer du temps avec du monde comme ça. Puis même, mettons, j'ai dit à mes amis proches de moi que, tu sais, je m'attendais pas nécessairement à ce qu'ils veuillent faire affaire avec moi. Ils m'ont tous dit oui, bien entendu, mais c'est parce qu'on m'a dit que, tu sais, ça pouvait être des fois tu as envie d'avoir quelqu'un qui a quand même une distance avec toi. Mais tu sais, mes amis, depuis toujours, ils savent que je veux faire ça, puis ils me parlent tous de leur aspect financier, là. Fait que je leur ai quand même dit que, tu sais, je commençais ma carrière, que je m'attendais pas nécessairement à ce qu'ils fassent affaire avec moi, mais que, tu sais, je pensais quand même, j'aimerais quand même, tu sais, leur parler de comment je vais voir ma pratique, puis que j'aimerais avoir leur feedback sur comment est-ce que je pense travailler dans les prochains mois. Puis, tu sais, ils m'ont tous répondu que oui, finalement, ils voulaient faire affaire avec moi, mais c'est tellement cool. Je veux dire, mes clients, c'est un de mes meilleurs amis. Tu sais, ça va être des fois, je vais passer du temps Mhm. avec eux. Puis je vais être payée à avoir la vie sociale que je veux, dans le fond, là. Moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois ça un peu, là. Je vais devoir travailler beaucoup pour ça, mais faut qu'au final, si ton objectif, c'est vraiment de faire beaucoup d'argent puis tu t'en vas dans le domaine des finances pour faire du cash, je pense que c'est le one-way ticket vers un burn-out. C'est clair. C'est clair parce Mhm. qu'il y a quelque chose au niveau de ton équilibre honnêtement personnel qui n'est pas là. Parce que justement, tu vas en faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu voulais faire beaucoup, beaucoup d'argent? Tu as sûrement une Mhm. insécurité là-dedans. Tu as sûrement un besoin à combler de je sais pas trop quoi. Puis ton argent, tu vas le flamber. Puis tu vas juste besoin d'en faire d'autres. Puis tu vas travailler en débile parce qu'il y a personne qui va te dire d'arrêter de travailler parce que tu es travailleur autonome. Puis tu vas faire un burn-out. C'était mon, comment je vois Mais les choses. c'est revenu souvent, quand même, dans le podcast, cet aspect-là de Ouais, 100%. OK, tu veux faire de l'argent, combien t'en veux, pourquoi ce chiffre-là, puis est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices qui viennent avec le fait de faire cet argent? Tu sais, c'est souvent ça, là. Est-ce que le rythme de vie t'intéresse? Est-ce que, tu sais, puis oui, il faut absolument que ça soit au-delà de ça. Puis, tu sais, on n'en doute pas du tout quand on t'écoute parce que clairement, ça vient d'ailleurs, là, ta volonté de faire ça dans la vie. Puis, Marianne, on va se laisser avec ça. J'aimerais savoir, tu sais, ça fait 4 ans que tu te prépares, puis là, ça commence bientôt, là. Probablement, quand on aura l'épisode en ligne, tu seras donc conseillère, mais tu sais, j'aimerais savoir ce qui t'attend ou comment tu entrevois les 5 prochaines années.
Je pense que les 3 dernières vont être quand même le fun, là. Tu sais, j'ai pas un niveau de vie très, très élevé, fait que je me suis pas donné des objectifs, complètement fous non plus. Je pense que les 2 premières, ça va juste être beaucoup, beaucoup de formation. Tu sais, j'ai pas fini, même si je vais avoir mes permis en assurance, il faut que j'aie mes permis en fonds aussi. Puis je vous ai dit, je voulais être planificatrice, financière. Fait que je vois mes 2 prochaines années vraiment comme quelque chose de hybride, où est-ce qu'il faut que j'arrive à vraiment mettre en priorité mes nouveaux clients, puis à développer une bonne base, mais que je ne mette pas de côté ma formation continue non plus. Puis le fait que je vais être encore en apprentissage, même si on est toujours en apprentissage dans ce domaine-là, mais surtout dans les premières années, ça va être des subtilités que j'ai jamais eu à faire face parce que j'étais juste comme soit adjointe en stage ou je parlais du sujet, mais je le vivais pas littéralement, hein, à l'émission. Fait que mes 2 premières années, je pense que ça va être ça, beaucoup de travail. Il va falloir que je sois bien entourée, là. Ça, c'est parce que c'est ce que j'ai entendu beaucoup aussi, puis je le crois, là. Fait que, par exemple, mon chum, tu sais, je lui dis déjà que je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps. Puis ça a l'air de juste, il se dit, bon, ben, je vais me prévoir plus de games de hockey, là. Puis mes amis aussi sont au courant. Ouais. Mais je pense que en fait, je l'ai déjà l'entourage nécessaire, tu sais, pour que je réussisse, ça, c'est sûr. Puis ça va juste être de moi apprendre à pas me mettre trop de pression, à continuer de me souvenir de pourquoi je fais vraiment ça, tu sais, au bout du compte, puis à pas me laisser dériver vers la pensée de ah, si tu réussis pas, qu'est-ce que le monde va penser de toi, tu sais. On s'en fout. Il faut vraiment que tu le fasses pour toi-même. Ça, puis je t'écoute parler, puis genre, il y a quand même beaucoup de notions là, tu sais, d'équilibre de vie, tu sais, sans nécessairement nommer le mot équilibre de vie, il y a quand même beaucoup ces notions-là. Puis tu sais, moi, ça fait récemment là, que j'ai compris ce concept-là là, d'équilibre de vie. Là, avant, là, mes 3 premières années, là, j'ai fait 7 jours semaine, pas de congé, rien. J'ai que travaillé. Des nuits blanches au bureau, j'en ai passé des nombreuses et nombreuses. Là, ça se compte pas mal plus que sur 2 mains. Parce que j'avais des clients, puis je voulais trouver des façons de me démarquer constamment. Puis j'arrivais juste fatigué dans ces rencontres-là. Fait que j'avais moins d'impact, j'étais moins à l'écoute, j'étais moins efficient. Mes stratégies étaient un peu all over the place parce que je prenais pas le temps de m'arrêter puis d'avoir une bonne stratégie. Mais l'effort était là. Ça, il en manquait pas. Puis quand je me suis dit, bon, là, je vais m'offrir mes week-ends. Tu sais, anyway, il n'y a aucun client qui a vraiment le goût de me parler le week-end. Autre que mes amis. Puis tu sais, mes amis, c'est immanquable. Sûrement, tu le vis déjà. Ça m'a souper un samedi soir avec des amis, puis un sujet qui parle d'argent, mais nécessairement, les gens, à un moment donné, vont se mettre à poser plein de questions. Puis là, t'embarques dans la conversation. Puis puis ça finit, hey, on se parle-tu lundi soir? J'ai un trou dans mon agenda, puis tu te bookes un rendez-vous avec tes clients. Ça arrive constamment. Mais t'es pas obligé de travailler les week-ends. Tu sais, je te sens comme une jeune femme qui veut avoir un équilibre de vie ultra important, puis ça fait juste que tes heures que tu vas travailler dans la semaine sont plus efficaces, parce que tu le sais qu'ils sont comptés, ces heures-là. Parce que quand tu te permets pas d'avoir des congés, c'est une banque qui est limitée, là. Tu peux toujours aller piger une heure supplémentaire, puis faire une heure supplémentaire, puis au pire, je travaille jusqu'à minuit au bureau, puis j'en fais une autre heure supplémentaire. Ah, ben, je passe la nuit blanche au bureau parce que je suis capable de la faire. Mais quand tu te mets une contrainte de temps, de genre, hey, moi, je fais pas plus que 50 heures semaine. C'est quand même beaucoup plus que la moyenne des gens. Mais ça reste qu'au moins, tu t'es contraint dans ce temps-là, des périodes spécifiques, tu t'offres du temps pour toi-même. Mes résultats, comme conseiller, autant que comme entrepreneur, ont juste été meilleurs à partir de ce Mm. moment-là. Non, mais je vais vraiment m'aligner vers ça aussi. Puis je sais qu'on a terminé, là, mais il y a juste quelque chose que j'aimerais dire. Quand tu as parlé tout à l'heure de, tu sais, ta paye de 132 là, comme 3 mois après, ben Mhm. il y a ça aussi dans les 3 dernières années, j'étais travailleur autonome aussi, tu sais, dans le domaine de l'animation puis des coms un peu, mais je m'alignais vraiment surtout, je faisais juste des projets sur la littératie financière. Puis vraiment, les 2 dernières années, j'étais juste à mon compte. Puis, tu sais, à son compte en communication, là, je pense que c'est quand même très, très difficile, là, comme quasiment, tu sais, juste être en communication puis avoir un poste, c'est difficile. Fait qu'être en plus à la pige en communication, tu sais, j'ai su c'est quoi avoir comme la moitié de ta paye, tu sais, dans les 2 premières semaines de l'année, là. Parce que c'est un projet que tu vas faire pendant 2 mois, mais là, tu sais, il faut tout que tu planifies que si tu l'acceptes, tu ne pourras pas en prendre d'autres parce que ça va prendre beaucoup de temps. Puis là, les taxes, l'inscription aux taxes, puis là, les impôts. Puis tu sais, c'est comme. Ça a vraiment été un bon Un move. apprentissage. Ouais, c'est un bon apprentissage.
Fait que, c'est tu sais, je formateur. rentre dans ce domaine-là, puis je vois déjà que même si on était travailleur autonome, tu sais, dépendamment c'est qui ton courtier, t'as pas, t'as pas envoyé tes factures. Tu sais, il y a comme déjà plein de petites affaires que je pense que j'ai comme eu le ultimate game de travailleur autonome, que là, même si ça va être vraiment plus exigeant en termes de temps, puis en termes de, tu sais, c'est des termes plus spécial. C'est de la matière qui est un peu plus demandante que, mettons, de l'animation, là, selon moi. Ben, au moins, tout l'aspect comme travailleur autonome, genre, je le vis déjà depuis un petit bout, là. C'est juste que, vu que j'étais comme travailleur autonome en animation, en com, je me permettais, si je voyais qu'il n'y avait vraiment pas de contrat qui me convenait, d'aller travailler dans un resto ou autre si ça allait moins bien. Sauf que là, en ayant une carrière plus professionnelle comme ça, je sais qu'il va falloir que je garde un statut plus professionnel, là, puis que c'est pas ça va moins bien, va-t'en au bord du coin, là, tu sais. Non, faut que tu fasses certaines choses. Mais je me suis entendue avec la planificatrice avec qui je vais faire mon stage pour pouvoir faire des heures en tant qu'adjointe si justement ça va moins bien. Puis ça, je pense, je sais pas si c'est possible pour d'autres personnes, mais moi, je suis vraiment contente d'avoir ça en début de carrière parce que justement, je veux jamais avoir à me sentir forcée de faire une vente pour pouvoir payer mon loyer, là. Ben, c'est des modèles qu'on voit de Oui. plus en plus, justement, avec les conseillers d'expérience qui cherchent la relève. Là, tu sais, on dit que la moyenne est vieillissante, mais il y a ces conseillers-là, des fois, ils ont 2, 3, 4 000 clients. Puis c'est beaucoup trop pour une seule personne. Fait qu'ils ont besoin d'avoir du personnel administratif. Ils sont quand même très ouverts parce que ce personnel administratif-là se bâtit une clientèle tranquillement, qu'un jour vivre de ses Mhm. propres ailes. Tu sais, c'est un peu un genre d'économie circulaire, là. C'est comme, tu sais, tu redonnes à l'autre génération qui, elle, va rebâtir, puis tantôt, va peut-être pouvoir être capable de racheter ton entreprise, ta clientèle. Fait que ça, c'est toujours un bon modèle qui est rassurant pour commencer, mais des façons de débuter puis de réussir dans le domaine, il y en a autant que Oui. d'individus. C'est de trouver la scène, de se respecter là-dedans. Fait que c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Marianne. Puis écoute, quand tu as parlé de communication, je voyais Christine, mais d'après moi, ça allumait plein Ouais, on se rejoint d'anecdotes dans sur ta beaucoup tête, de là. points à ce niveau-là. Ça a été effectivement un plaisir de te parler. Bon début de carrière. Ça commence, c'est Merci chanceux, c'est beaucoup. les débuts de quelque chose de nouveau, c'est excitant. Je pense qu'il faut que tu le vois Mhm. positivement. Je pense que tu le vois déjà positivement, mais vraiment un plaisir de t'entendre aussi puis de voir ta passion puis ta motivation vers ce métier-là. Donc, Marianne, Félix, merci beaucoup. Merci à vous deux. À la prochaine. Merci.